C'est l'épisode 456 qu'on vous propose, l'épisode des technos, dans l'obscurité, mais tout bronzé. Déjà 456e épisode des technos, les technos de l'été, hein, et on vous a proposé déjà 2 épisodes au mois de juillet, celui-ci premier du mois d'août, on continue sur notre lancée avec ces épisodes un petit peu particuliers puisqu'on ne vous propose pour une fois pas de vidéo, mais c'est pas bien grave. Avec moi pour cet épisode, d'un côté j'ai Benoît, bonjour Benoît. Bonjour Marc. Bonjour également à Aurélien qui revient de vacances. Bonjour, oui. Il n'a pas l'air bronzé, je vous le dis en passant parce que nous on se voit, mais il n'a pas l'air d'avoir pris beaucoup de couleurs. Il y avait de quoi, hein, pourtant. Pourtant il y avait de quoi. En plus, effectivement. Juste un mot de ton périple en vélo, mais pas tout seul, pour cette dernière étape du Tour de France, le fameux contre-la-montre que l'on attendait depuis un certain temps, depuis que tu nous avais parlé que tu allais participer à cette étape. Comment ça s'est passé ? Tu peux nous remonter un petit retour d'expérience sur sur la performance et nous rappeler le contexte également. Oui, j'ai eu la chance d'être invité par la Société du Tour de France à faire la dernière étape, d'être le premier coureur à parcourir la dernière étape Monaco-Nice le 21 juillet dernier, en tandem avec un paraplégique incomplet, Axel Alétru. Donc ça s'est très très bien passé. On a fait 10 minutes de moins que notre pronostic optimiste, hein. On a fait 53 minutes alors que Pogacar le gagne en 44, je crois. Et encore, vu qu'on avait de l'avance, les photographes n'étaient pas prêts sur la ligne. Du coup, on nous a demandé de lever le pied sur les 2 derniers kilomètres. Donc on aurait dû faire, on aurait dû faire moins que ça. Mais sinon, c'est vrai que c'est fou. Je rappelle, 8 km d'ascension pour monter à la Turbie, une petite descente, et puis après le col d'Aise, il y avait beaucoup de monde dans ces 2 ascensions. La grosse descente après, avec dans les petits virages, ceux qui connaissent pourront en attester. On a pris 90 à l'heure, hein, quand même, hein. Faut avoir envie. Et puis après, l'arrivée sur Nice, avec les gens qui tapent sur les barrières, la promenade des Anglais avec l'aller et le retour, c'est sûr que c'est des moments assez fous. Et inoubliables. Et voilà, inoubliables. Puis après, le gratin de la tribune présidentielle, j'ai le prince Albert qui est venu me voir, des choses comme ça. C'était plutôt sympa. C'est amusant parce que j'ai vu quelques images des moments choisis et ton collègue copilote, hein, puisque lui il était à l'avant et dirigeait la manœuvre, alors que toi tu étais dans l'effort, je vais dire, régulièrement quitter le guidon d'une main pour saluer les gens au passage. À un moment donné, je me suis dit ils vont se prendre une gamelle, c'est pas possible. Mais c'était bon enfant, c'était sympathique et c'était performant aussi par la même occasion. Ce qui était un bel exemple, c'était un bon moment de ce Tour de France. On va dire, il y en a eu d'autres, mais celui-là était particulièrement bon. Rien aux Jeux Olympiques cette année, non ? Non, j'arrête. Mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure. D'accord, ok. Benoît, pas de performance cet été particulière. On se sent tout bête, à côté de ça. On se tout petit et on se dit oulala. J'ai fait des randonnées, je suis arrivé à me perdre. C'est tout écrit en allemand, j'ai pas compris. Moi, je pouvais pas me perdre. J'avais 2 motards de la garde républicaine devant, puis c'était barriéré de chaque côté, donc on pouvait pas se perdre. Oui, c'est vrai. Ok, bon. On entame, si vous le voulez bien, les amis, cet abécédaire, on fait quelque chose de classique, hein, bonne franquette, comme on avait l'habitude de le faire il y a encore quelques temps, quelques sujets que vous avez épinglés durant les 2 semaines qui viennent de passer, même peut-être un tout petit peu plus, parce qu'on est un peu plus light au niveau information, et puis justement, on vient d'en parler, les Jeux Olympiques occupent bien le terrain de l'information, etc., donc c'est un peu difficile de passer au travers, mais il y a quand même des choses qui se passent en été, et ça, on le sait déjà depuis quelques temps, et on commence avec toi, Benoît, et la première lettre qui est
Et c'est la lettre C comme Canon, puisqu'on va parler avec Benoît, notre monsieur photo, depuis longtemps. On va parler des nouveaux hybrides haut et moyen de gamme chez Canon. Exactement, Benoît. Marc. Enfin, quand même deux boîtiers qui se destinent aux professionnels. Donc, le premier boîtier, c'est le R1. Et le 1, c'est une petite révolution dans l'univers Canon. Parce que le 1, c'est le boîtier Canon accole. C'est le nom que Canon accole à son boîtier le plus haut de gamme, le boîtier hyper pro, le boîtier qui s'adresse pas aux amateurs, mais vraiment aux gens qui font du photojournalisme, qui vont être très exigeants de leur boîtier. C'est un boîtier solide, tropicalisé, avec une double poignée. On peut l'utiliser dans tous les sens. Il résiste si on le prend et qu'on enfonce des clous avec. Il n'y a aucun problème. C'est le truc impossible à casser et extrêmement performant. Et jusqu'à présent, le 1 dans la gamme Canon, c'était un réflexe, c'est-à-dire la technologie pour les objectifs interchangeables, on va dire maintenant ancienne, avec un miroir qui fait que l'image est prise par l'objectif, renvoyée par le miroir dans le viseur, un prisme la redresse, et on voit exactement ce que voit l'objectif, ce qui permet évidemment du coup de monter des objectifs différents et d'avoir la capacité de viser correctement. Et pour la première fois, le 1 va être un hybride, c'est-à-dire un boîtier avec l'autre technologie, la technologie plus moderne, où c'est le capteur qui, comme une petite caméra, filme ce qui passe devant l'objectif, et puis l'envoie dans un petit écran qui est monté dans le viseur. Voilà, exactement. Comme sur un caméscope. Comme sur un caméscope, exactement. Voilà. C'est le même genre de choses. Avec certaines choses qui déplaisent un petit peu aux puristes, parce que dans certaines conditions de lumière un peu compliquées, c'est vrai que la visée optique est vraiment confortable, mais des choses qui ont quand même beaucoup de sens, parce que avec une visée, avec la caméra, je veux dire, avec la visée hybride, on voit vraiment ce que l'appareil photo va prendre comme photo. Et donc, par exemple, on peut se rendre compte, si on a appliqué des effets sur son image, de ce que l'effet va donner. On ne doit pas imaginer ce que l'effet va donner, on le voit vraiment. Donc le 1D, je ne vais pas spécialement m'étendre dessus, si ce n'est pour noter que c'est un boîtier de 24,2 millions de pixels. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'est un boîtier qui s'adresse à un public très spécialisé. Ce qui est vraiment remarquable, c'est de noter la bascule vers l'hybride est complète maintenant chez Canon. Le tout haut de gamme est aussi en hybride. Ce sur quoi je voulais parler un petit peu plus, c'est le R5 II. Et le R5, c'est évidemment aussi, les numéros sont spécifiques, chez Canon, ils veulent dire quelque chose. C'est la filiation de l'EOS 5D, et tu te souviens peut-être, Marc, on avait pas mal parlé du 5D, on était jeunes à l'époque, il y a quand même quelques années, parce que c'était le premier boîtier photo avec lequel on pouvait filmer. Oui. Et donc on pouvait découvrir la capacité de faire des effets un peu cinématographiques avec un boîtier relativement bon marché, pas encombrant. Donc cinématographique, avec de la profondeur de champ, parce qu'objectif. Tout à fait. Le fait de pouvoir changer d'objectif, ce qu'on ne sait pas faire sur un caméscope, plein d'options de créativité, avec un encombrement et un prix qui n'ont rien à voir avec les caméras de cinéma. Alors, on va retrouver cette filiation dans le R5 II. D'abord, le capteur fait 45 millions de pixels, comme le R5 première génération. Mais ils ont amélioré la vitesse de lecture sur le capteur pour éviter l'effet de rolling shutter. C'est cet effet où quand tu fais un panneau, par exemple, les lignes droites ne sont pas parfaitement droites. Le parfait exemple de ça, vous filmez le bord de l'autoroute pendant que vous roulez, les poteaux de signalisation ou d'éclairage se retrouvent penchés, puisque ligne par ligne, c'est pas assez rapide, pas aussi rapide que la voiture, et donc forcément la dernière ligne étant imprimée à la fin, forcément il y a un décalage avec la première. Si vous roulez vite. Si on roule vite. Ce qui est le cas d'Aurélien, il roule très vite. Dans la continuité de la vidéo, ils ont également rajouté un petit accessoire qui est un accessoire, donc on n'est pas obligé de le mettre. C'est un ventilateur, parce que le boîtier R5 a tendance à chauffer. Il fait de la Weka, donc beaucoup de traitements, beaucoup de données à manipuler vers les cartes, etc. Donc ça faisait chauffer le boîtier et puis se couper quand il avait trop chauffé. Donc le ventilateur va réduire le risque. Notons que ça devient un peu un standard. Le Panasonic fait la même chose également sur ses boîtiers. On met des petits ventilos pour pouvoir gérer ce genre de choses. Ils ont également prévu une nouvelle griffe flash multifonction. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui devient classique dans l'industrie. On a rajouté des connecteurs supplémentaires sur la griffe flash pour qu'on puisse y brancher un petit adaptateur audio. Il y a plein d'adaptateurs audio qu'on branche sur les griffes flash depuis très longtemps, mais ils ne parlaient pas avec le boîtier. Donc il fallait mettre des câbles sur le côté, et ici, en fait, le signal passe directement par la griffe. En l'occurrence, ici, on aura 4 canaux audio. On a quand même toujours une prise casque classique et une prise micro classique si on ne veut pas acheter l'accessoire en question. Ça, c'est pour la partie vidéo.
Partie photo, il y a quelques chouettes améliorations aussi. D'abord, la sélection du sujet à l'œil. Donc l'autofocus t'obéit au doigt et à l'œil. Quand tu appuies sur le déclencheur à mi-chemin pour choisir ton sujet pour la photo, le boîtier va regarder là où ton œil se trouve et va se dire ça c'est le sujet. Donc par exemple tu vas avoir plusieurs personnes, tu regardes la personne qui est complètement à gauche, et le boîtier va comprendre que c'est cette personne-là sur laquelle tu veux faire le point. Ce qui est intéressant... C'est-à-dire qu'il y a une caméra dans le viseur? Pardon, il y a un petit... Oui, effectivement, il y a une petite caméra dans le viseur qui suit l'œil et qui donc du coup peut voir là où tu prends la photo. Bon, c'est un boîtier à 4 000 €, hein, donc c'est... Oui, d'accord, mais quand même... c'est absolument impressionnant. Oui, moi je trouve ça... Et le truc intelligent derrière, et c'est pour ça qu'ils avaient essayé il y a une vingtaine d'années Canon, mais ça n'avait pas trop marché, c'est que tu devais sans arrêt continuer à regarder le même sujet, sinon l'autofocus se perdait. C'est plus le cas maintenant, il est devenu plus intelligent. Donc quand tu le fais, il dit ok, ça c'est le sujet, il log sur le sujet, et si le sujet bouge dans le cadre, parce que tu recadres ou parce que simplement la personne se déplace, il va continuer à le suivre. Tu ne dois pas avec ton œil continuer toi à suivre. Donc c'est quand même, ça semble assez intelligent. Alors parlant d'intelligence, ils ont mis plein d'intelligence artificielle dans le boîtier. Un truc que je trouve absolument gag, et là on voit effectivement le côté destination du pro, c'est qu'ils ont maintenant la reconnaissance de différents sports. Donc, par exemple au foot, le boîtier va se rendre compte quand il y a une balle qui est passée d'un joueur à l'autre, et il va passer l'autofocus du joueur qui avait le ballon vers celui qui le récupère. Donc tu vois, il y a de l'intelligence pour... Et si le ballon est intercepté aussi. Ah oui, tout à fait, mais c'est ça qui est génial, quoi. C'est reconnaître les sports. Alors ils ont 3 sports qu'ils reconnaissent, mais voilà, c'est des améliorations pour simplifier le travail du pro, et aussi parce qu'il ne faut pas oublier, de plus en plus, les pros maintenant, ils mettent les boîtiers. On a son boîtier avec lequel on photographie, puis on a des boîtiers qui sont posés sur le terrain en semi-automatique. On les commande à distance. Oui, bien sûr. Et donc, de plus en plus, ne pas avoir à gérer l'autofocus de tous ces boîtiers, ça devient en fait assez important pour avoir les photos qu'on souhaite faire. Et je termine avec... On le voit le long des terrains de foot, justement, par le foot, derrière les buts. Avant, il y avait les photographes qui étaient rangés derrière les barrières publicitaires. Ici, maintenant, ils posent leurs appareils de manière judicieuse derrière le gardien, et il les télécommande, en fait. Tout à fait. Et ça veut dire que tu as un photographe qui fait les photos de... Le travail de 3 gars. 5-6 personnes. C'est ça. Donc ça permet de réduire la charge coûteuse. Tant que je suis sur l'intelligence artificielle, ils ont également, je terminerai sur ça, ils ont également introduit de l'intelligence artificielle pour la réduction du bruit. Donc si tu fais des photos en basse lumière, le boîtier va mieux réduire le bruit parce qu'il y a un algorithme, un réseau neuronal qui va analyser l'image et qui va voir mieux ce qui est du bruit et ce qui n'est pas du bruit. Et ils ont également prévu un redimensionnement pour faire des images plus grandes que ce que le capteur peut prendre. Bon, 48 millions de pixels, je vois pas trop... 45 millions de pixels, je vois pas le besoin de le upscaler, mais enfin, si tu veux le faire, il va le faire en utilisant aussi un réseau neuronal. Attention, Canon est bien clair, c'est pas DALL-E, donc il va pas inventer de l'image, il va interpoler des pixels entre les pixels qu'il a pris, quoi. Ça peut avoir un avantage dans le cas d'un recadrage, peut-être, de l'image, quoique déjà, à cette définition-là, je pense qu'on peut déjà y aller, quoi. Voilà. Voilà. C'est intéressant. On parlait sport il y a un instant, c'est les Jeux Olympiques pour l'instant. Je voyais des photos, c'est le cas sur tous les grands événements sportifs, et en particulier les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football, où les grandes marques telles que Canon ou Nikon, et peut-être d'autres aussi, sont là avec leurs techniciens sur place pour faire les entretiens des appareils, des photographes professionnels qui sont sur place. C'est un service qu'ils offrent, je ne sais pas si ça coûte de l'argent. C'est gratuit pour les professionnels. Pour les professionnels, c'est gratuit. Ça fait partie du service. Et ils font des échanges aussi, s'il y a de la casse, etc. Ils prêtent des appareils et des objectifs et autres. C'est impressionnant parce qu'on voit dans les racks la quantité d'appareils photo. On n'en voit jamais autant que lors de ce genre d'événement. Et c'est toujours assez impressionnant. Et c'est une logistique qu'ils maîtrisent depuis, on l'imagine, même de l'époque de l'argentique, j'ai l'impression. C'est un élément de vente. C'est une des raisons pour laquelle les pros veulent ce type de marque, veulent Nikon ou Canon. C'est parce qu'ils savent qu'ils auront le support. Ils n'ont pas juste le boîtier et la technologie, mais ils auront aussi le support sur place. J'avais fait les 24 heures du Mans il y a des années. J'avais été invité comme avec les mêmes situations qu'un photojournaliste, et c'est génial ce service. Parce que tu te rends compte que zut, j'ai oublié tel objectif chez moi, je ne pensais pas en avoir besoin. Tu vas, on te le prête. Oui, non, c'est top. Bref, voilà, on n'est pas là pour faire leur pub non plus, mais quand il y a des gens qui font les choses bien, faut le dire aussi. On va passer à la lettre suivante.
La lettre C comme cheval, Aurélien. On en a vu un cheval et il a étonné tout le monde et plus d'1,5 milliard de personnes dans le monde. C'est ce cheval qui galope sur la Seine et tu voulais nous en parler. Ah oui. Moi, j'ai regardé cette cérémonie d'ouverture à Paris. Il y a plusieurs choses, j'en parlerai dans le sujet, mais il y a plusieurs choses tech qui m'ont émoustillé. Oui, dont ce fameux cheval. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu, il y a donc un cheval d'argent qui a remonté 6 km de la Seine, donc qui est passé sous des ponts, à une vitesse de 24 km/h. Et donc, il y avait une femme qui était habillée avec un costume, un drapeau olympique dessus, et qui donc a remonté et piloté ce cheval. Et donc, il y a eu un certain nombre d'articles qui ont parlé de ça et de savoir qui a conçu cette embarcation. Et donc, il s'agit de Process, une start-up de Quiberon. Et on a eu la chance de faire la connaissance de Morgane Surcar, qui est l'une des 2 cofondatrices de cette start-up, qui a 34 ans et donc qui a eu comme mission extraordinaire après 1 an. Elle a été contactée par l'organisation de Paris 2024 en juillet 2023. Oui, c'est juillet 2023. Ouais, il y a 1 an. Voilà, pour imaginer et réaliser donc un trimaran qui serait pour sa grande majorité immergé, puisqu'il n'y a que 15 cm qui est sous l'eau, qui est au-dessus de l'eau, pardon, 15 cm qui est au-dessus de l'eau. Ouais. Ce trimaran, il fait 14 mètres de long et 5 mètres de large. C'est quand même pas... ça fait. Et si vous regardez les vidéos, il est assez particulier. Alors déjà, il est en carbone recyclé. Ouais. Ils ont fait ça green, c'est bien. Et puis... les 2 coques latérales sont reculées par rapport à la coque, on va dire, centrale. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Et on voit donc juste les 15 cm de chaque coque qui dépasse. Et il y avait un système de projecteur pour l'éclairer sur les flotteurs du trimaran. Donc au-dessus de ce trimaran, pour que ce soit clair pour tout le monde, une fois de plus, si vous faites partie des rares personnes qui ne l'ont pas vu, il y avait ce cheval mécanique d'argent, et c'était une vraie personne qui le chevauchait. Donc c'est ça. Parce qu'il y avait un doute à un moment donné en le regardant, on dit, oh tiens, c'est voilà. Ouais. Voilà. Alors pour information, elle tenait 2 cordages pour assurer la direction du trimaran. Donc vous imaginez la pression quand même sur les épaules de Morgane. Il faut pas. Enfin, je suppose qu'elle n'était pas toute seule sur la Seine. Je suppose que les piles. Enfin, il y a les ponts, c'est une chose, mais il y a aussi les piles de ponts. C'est voilà. Je pense que elle avait une certaine pression. Alors, c'est pas n'importe qui, cette Morgane Surcar. Elle était officier de marine marchande et elle a quitté. Les bateaux, elle connaît, et elle est pilote d'essai dans cette start-up, Process. Donc, je pense qu'elle l'a de nombreuses fois essayé. Maintenant, voilà, il y avait un certain enjeu de pilotage là-dessus. Ça leur a nécessité 1 an de travail. Alors, j'ai lu différents articles, il y a différentes versions. A priori, ça pèserait 2,5 tonnes en tout. Ouais. Donc, vous imaginez le tirant. Enfin, il y a un tirant d'eau monstrueux et il faut quand même un moteur électrique. Donc tout ça, c'était propulsé par un moteur électrique. 123 chevaux, c'est écrit. Ça fait 90 kW à la louche. Oui. C'est quand même pas mal. Oui. Donc voilà, je trouvais que c'était... Alors c'est un deuxième point sur lequel, pour avoir discuté le lendemain de la cérémonie avec 2-3 personnes, on a toujours le petit virus du doute. Parce qu'il était précédé d'un bateau, mais qui était avec la caméra pour le filmer de face. Et on se demandait s'il était tracté, ce cheval, ou s'il était autopropulsé. En fait, il est autopropulsé, donc il est autonome. Donc c'est le deuxième point, entre guillemets, de doute. Mais qui, voilà, c'est assez impressionnant, quoi.
Alors, il y a 2 points que je voulais mentionner. Alors déjà, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais moi, dans les startups et la tech, les gens de la tech que je rencontre, il y a quand même de plus en plus de femmes, et ça, je voulais le souligner, et je trouve ça très bien que cette fille-là... alors, cette Morgane Turca, elle a été athlète de haut niveau en foil, enfin en navigation sur des foils et tout, donc ils n'ont pas pris n'importe qui. Mais je trouve très bien que voilà, on est confié à une start-up la réalisation de cette embarcation. Je pense que ça a fait son petit effet. Techniquement, c'était quand même du haut vol, en termes de pilotage, en termes d'autonomie, enfin voilà. Même s'ils ont dû mettre ceinture bretelle, je suppose que voilà, il y avait quand même un aléa et voilà. La preuve, c'est qu'il y en a qui ont douté, voilà. Et la deuxième chose que je voulais, alors c'est plus une question, parce qu'il y a eu pas mal de choses tech lors de la cérémonie. C'est plus une question que j'ai pas trouvé l'information sur le piano en feu de Sofiane Pamar. Je ne comprends... Enfin, j'imagine qu'un piano en feu, ça joue beaucoup moins bien qu'un piano normal. Oui, il y a des chances. Donc, je voudrais savoir si quelqu'un, dans les commentaires, pouvait nous mettre quel est le truc de ce piano en feu. Est-ce qu'il existe du faux feu? Est-ce que il existe du faux feu. D'ailleurs, on l'a vu avec la flamme olympique. Oui, oui, une flamme à LED, le fameux flamme avec des LED et de la brumisation. Là, je suppose que c'était pas des. Enfin, ça m'étonnerait. On voyait que c'était des flammes, mais c'était une forme d'isolation avec du Kevlar et des choses comme ça. Je ne sais pas, j'ai dit n'importe quoi, mais ça, en tout cas, c'était bien pensé. Soyons clairs. Juste une petite précision. Donc, la personne qui pilotait ce fameux cheval sur la scène n'est pas la même personne qui était sur le cheval là bien réel qui est arrivé sur le champ de Mars. Ce sont 2 personnes différentes à 2 moments différents, enfin dans la continuité, mais voilà. Et le cheval sur le champ de Mars n'était pas tracté. Il n'était pas tracté, il n'était pas d'argent non plus d'ailleurs. Il n'était pas électrique non plus. Mais voilà, mais l'effet était là et c'était dans la scénarisation, ça tenait tout à fait debout et c'était bien pensé. Donc c'est un beau spectacle et effectivement l'aspect technologique du spectacle, on aura encore sans doute l'occasion d'en reparler au fur et à mesure où on découvrira les ficelles, les coulisses de cette cérémonie. Peut-être qu'on nous réserve même encore des trucs inattendus sur la cérémonie de fermeture, de clôture des JO. On l'espère. En tout cas, je ne sais pas si Benoît avait vu, sans doute, oui. Alors, je vais vous avouer que je n'ai pas regardé la cérémonie. Non, mais tu as vu quand même des extraits. Des extraits, mais le coup du cheval, je ne l'avais pas vu. Donc, le piano en feu, je l'avais vu, mais le cheval, non. C'est en découvrant la conduite que je suis allé un petit peu voir cet aspect-là. Ah bon. C'était très, très, très bien fait. D'un point de vue télévisuel, un peu long. Mais voilà, il fallait quand même se taper les 6 km. Mais c'était fort sympathique. Allez, on passe à la suite. La suite, c'est la lettre E comme énergie, Benoît. On va parler d'intelligence artificielle. Il ne se passe pas un épisode depuis, je vais presque dire 2 ans, où on ne parle pas d'intelligence artificielle. Sous toutes ses facettes, l'une d'entre elles est effectivement de plus en plus mise en évidence. C'est les coûts inhérents à l'intelligence artificielle. Voilà, la très forte consommation d'énergie qui est assez frappante parce que on arrive même à des situations où apparemment certains États disent voilà, nous on ne veut plus de nouveaux centres de données parce qu'on n'a juste pas la capacité soit de les alimenter, soit d'amener le courant, parce qu'il ne suffit pas d'avoir la production de courant, il faut aussi avoir le réseau qui est capable d'amener le courant. Et donc, une bonne nouvelle par rapport à ça, des chercheurs de l'Université de Californie ont trouvé une manière assez spectaculaire de réduire la consommation d'énergie. Et quand je vais vous donner les chiffres, vous allez voir, c'est spectaculaire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il se fait que et ça s'adresse en particulier aux grands modèles de langage. Donc, les LLM, ça ne concerne pas les autres types d'intelligence artificielle. La raison pour laquelle les grands modèles de langage ont pu se développer, c'est essentiellement l'utilisation des GPU. Parce que les GPU, ça a permis de traiter de grandes quantités de données de façon raisonnablement efficace et donc de pouvoir former, entraîner les modèles. Et également, quand le modèle est entraîné, pouvoir le faire répondre à des questions, halluciner, enfin faire tout ce qu'il a envie de faire.
Et donc, le truc, c'est que les algorithmes ont été conçus en tenant compte des caractéristiques des GPU. Et une des choses que les GPU font très bien, c'est les multiplications matricielles. Si vous vous souvenez, à l'école, on a tous souffert avec ce truc absolument imbitable. Mais les GPU font ça vachement bien, ils sont très efficaces. Et donc, les algos ont été conçus en fonction de ça. C'est ce qu'il y a, il y a une espèce de double phénomène de sélection. C'est-à-dire l'algorithme a été... Les algorithmes qui ont gagné, entre guillemets, la bataille de l'IA, l'ont gagné parce qu'ils utilisaient des opérations que les GPU savaient faire de façon efficace, et les GPU ont permis l'évolution de ce genre de choses. Et oui, ce qui nous manquait, c'était la puissance de calcul qu'a offert les GPU. Exactement. Et alors, les chercheurs de l'Université de Californie se sont rendus compte que ça entraînait malheureusement une énorme consommation et un énorme gaspillage, parce que la multiplication matricielle, c'est une opération qui est coûteuse en temps, ça prend pas mal de temps, et coûteuse en énergie, mais surtout parce qu'on ne travaille pas avec un seul GPU. On travaille avec une batterie de GPU. Et donc, on doit charger dans la mémoire du GPU les informations dont il a besoin pour faire son calcul, et forcément, il n'a pas toujours l'information dont il a besoin. Donc, il faut aller rechercher sur un autre GPU, la transférer. Ça aussi, ça prend du temps, et ça consomme de l'énergie. Tous ces transferts consomment énormément. Donc, ils se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose de plus efficace? Et ils se sont rendus compte, en partant de travaux d'ailleurs antérieurs, qu'on pouvait remplacer dans la création d'un grand modèle de langage, dans l'algorithme qu'on utilise, on pouvait remplacer les nombres qu'on utilise pour la multiplication matricielle par des nombres ternaires, c'est-à-dire 0, 1, 2. Donc le binaire c'est 0, 1 et le ternaire c'est 0, 1, 2. Et ça permet en fait, en gardant les mêmes algorithmes, de pouvoir obtenir exactement les mêmes effets en matière d'entraînement et en matière de réponse. Et ça, c'est intéressant parce que quand on travaille avec des nombres ternaires, on peut remplacer les multiplications par des additions. Vous allez me dire, et alors, qu'est-ce qu'on a à foutre? La grosse différence, c'est que en termes de calcul, quand on arrive sur le silicone, l'addition, c'est très très peu coûteux par rapport à la multiplication. Donc ça permet en fait de faire les mêmes opérations beaucoup plus vite et en consommant beaucoup moins d'énergie. Et en outre, la représentation sous format ternaire est beaucoup plus compacte. Ce qui veut dire que tous ces problèmes de transfert de mémoire sont également réduits. Alors ils ont en restant sur le même algo. Donc ils ont écrit leur algorithme en utilisant ce genre de structure de données, et ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient former un LLM en consommant 10% de la mémoire qui était nécessaire avant, et le résultat était 25% plus rapide. Mais après, ils ont réfléchi en plus. Donc c'est déjà assez impressionnant. Hein. C'est déjà pas mal. Après, ils ont réfléchi en plus, ils se sont dit, mais en fait, les GPU, par contre, ils ne sont pas du tout optimisés pour faire des additions de matricielles avec nombre ternaire. Donc ils ont pris l'étape suivante, ils ont pris un FPGA, c'est plus qu'on peut programmer pour construire son propre CPU ou son propre GPU. Ils ont pris un FPGA et ils ont conçu du hardware optimisé pour leur opération de calcul. Donc ils ont remplacé le GPU par une espèce de GPU propriétaire qui est optimisé pour leur calcul. On retrouve un peu la même logique de sélection que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on choisit le hardware pour pouvoir, qui va permettre de mettre en place l'algorithme, et ça entraîne un effet de sélection. Et là, tenez-vous bien, ceux qui se sont rendus compte, c'est qu'en fonctionnant comme ça, là où il fallait 700 watts d'énergie pour traiter une réponse avec un GPU classique, ils avaient besoin de 13 watts. Ouf. Donc c'est 50 fois plus efficace, de 700 watts à 13 watts. Et pour situer, 700 watts, c'est un petit micro-ondes. 13 watts, c'est une lampe LED. Oui, c'est ça. Donc c'est une différence colossale. Ça veut dire que les problématiques qu'on rencontre sur les data centers, si la solution est industrialisable, parce qu'on parle de chercheurs, donc on n'est pas sur une solution industrialisée, etc. Mais si la solution est industrialisable, si Nvidia et compagnie peuvent adapter leur hardware pour intégrer ce genre de choses, et si les algorithmes s'adaptent pour intégrer ce genre de choses, on pourrait avoir une réduction considérable de la consommation d'énergie pour nos grands modèles de langage. On avait évoqué ça avec un de nos autres chroniqueurs, l'un des Sébastien, si je ne dis pas de bêtises, où il était question à un moment donné de remplacer Google par une intelligence artificielle, ce qu'on fait déjà un petit peu avec Copilot dans Edge, où il est toujours possible d'interroger
Copilot pour avoir une réponse, mais il m'avait été renvoyé dans la figure, en gros, que ça coûtait beaucoup plus cher de faire une requête à une intelligence artificielle que faire une requête à Google, une simple recherche, et que c'était, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais quelque chose comme 50 fois plus cher en termes d'énergie consommée. Donc ici, on revient à quelque chose qu'on connaît, et donc on pourrait imaginer demain des moteurs de recherche, si cette solution est industrialisable, des moteurs de recherche basés sur le langage, le large langage, et donc sur l'intelligence artificielle, si je comprends bien. Alors, sans surcoût. Du point de vue coût, oui. Du point de vue pertinence, je suis un peu moins certain, parce que je ne sais pas si tu as essayé Copilot, il te sort pas toujours des choses super intelligentes. Hein. Il n'est pas toujours aussi efficace que Google. Mais les requêtes que tu fais sur un moteur de recherche comme Google ne te renvoient pas toujours les choses les plus pertinentes non plus. Non, oui, tout à fait. C'est peut-être une question d'habitude. Tu peux avoir des choses qui sont... Voilà. Mais... Et c'est vrai que là c'est l'utilisateur qui fait le tri entre ce qu'il cherche et ce qu'il voit comme résultat de recherche. Avec exact. On le met moins en doute. Je le vois, on le déploie chez nous et il faut plus activer l'esprit critique. Parce qu'il y a le langage naturel et on a plus facilement tendance à, plutôt qu'une liste de liens, on a un langage naturel et on a plus tendance peut-être à le valider sous cette forme-là. Je voyais opiner du chef pendant toute ta chronique, Benoît, Aurélien, qui était assez surpris aussi, je pense, par cette petite révolution énergétique. Oui. Après, je suis pas sûr que l'humanité ne, voilà, sur ce FPGA à 13 watts ne trouve pas des algos qui feront de nouvelles choses qu'on n'imagine pas aujourd'hui et qui consommeront 700 watts. Oui, l'autre possibilité, c'est de se dire, prendre le problème dans l'autre sens et dire, mais on peut faire des choses 50 fois plus puissantes pour le même coût. 50 fois plus puissantes pour le même coût. Ça, c'est toujours le risque, effectivement. Et c'est souvent comme ça que ça se passe, malheureusement. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Et c'est évidemment, comme je le disais, des sujets qui nous intéressent et que l'on suit de semaine en semaine avec les technos. On est à la lettre F. Aurélien, c'est à ton tour. La lettre F comme fou. C'est fou. La folie, en l'occurrence, là, c'est d'avoir à l'esprit qu'il est possible d'avoir dans sa poche tout Wikipédia. Oui. Alors, je voulais vous parler justement de un petit boîtier qui fait 7 cm par 3,5 par 1, qui est vendu par Wikipédia. Alors, ça sert à quoi ce boîtier ? Vous l'alimentez. Imaginez, vous êtes au milieu du désert, vous l'alimentez par un panneau solaire, ce que vous voulez. Et vous pouvez être 10 utilisateurs autour. Vous vous connectez sur le Wi-Fi que génère cette petite box. Et vous avez accès à tout Wikipédia, déjà. Et vous avez accès, et c'est ça qui m'a le plus intéressé, à MDWiki, chose que je ne connaissais pas. Alors, avant de vous parler de MDWiki, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Vous avez donc une interface web qui est en français ou en espagnol, pour l'instant. Au niveau hard, il y a un Raspberry Pi 0 2 et une carte micro SD de 256 Go. Alors, pourquoi c'est intéressant ? C'est un moyen d'avoir une énorme librairie de connaissances dans un endroit qui n'est pas connecté. Je pense notamment aux ONG, aux gens qui essayent de sauver des vies dans les pays du tiers-monde, ces choses-là. L'enseignement. L'enseignement. Ouais. Alors, MDWiki, pour votre information, c'est un fork, c'est un dérivé de Wikipédia pour le monde médical. Alors, c'est assez incroyable, je ne savais même pas que ça existait. Ça diffère de Wikipédia en plusieurs points. Déjà, il pousse à ce qu'il y ait des vidéos, des photos, enfin des vidéos, notamment des vidéos qui expliquent quels sont les symptômes de telle ou telle maladie, quels sont les médicaments que vous pouvez avoir, quels sont les dosages à mettre, quels sont les coûts de chaque médicament.
c'est un peu, je crois que c'est le Vidal, les trucs. Le Vidal, oui. Le Vidal, voilà. Donc c'est un qui peu reprend l'ensemble des médicaments, voilà. Et enfin oui. C'est à destination de n'importe qui parle anglais. Vous n'êtes pas obligé d'être médecin pour comprendre. Par contre, tout ce qui est édition et annotation et enrichissement de MDWiki, ça doit être fait par des professionnels médicaux qui sont accrédités, assermentés et qui n'ont pas de conflit d'intérêt, qui ne vendent pas des médicaments, enfin voilà, pas des laboratoires, pas des choses comme ça. J'ai découvert ça et je me dis que c'est un super projet pour aider des gens qui sont dans des pays où Internet n'est pas du tout présent, qui peuvent avoir besoin d'un tas d'informations sur des médicaments, sur de l'éducation, pour apprendre aux jeunes à lire, à écrire, à s'ouvrir sur le monde. Et cette petite boîte, elle est vendue $56, je crois, ou $58. Donc, très belle initiative. Le boîtier est imprimé en 3D. Enfin, c'est vraiment fait, voilà, pour... Et donc, oui, Wikipédia plus cette version spécialisée entre guillemets, oui, MDWiki, ça tient sur grosso modo de 200 gigas, c'est ça, si je comprends bien. Ouais, 256 gigas. Donc il ne doit pas y avoir énormément d'images, c'est essentiellement du texte, j'ose imaginer, ou parce que c'est quand même... Enfin, ce que je veux dire, sur Wikipédia, les images sont en haute qualité souvent, donc j'imagine qu'ils ont quand même compressé, ils ont embarqué les versions allégées. Mais voilà, mais l'essentiel est là, donc c'est ça le plus important. Évidemment, j'imagine qu'il faut se connecter de temps en temps pour faire les mises à jour, qui sont fréquentes quand même sur Wikipédia. Donc moi, je trouve ça assez fabuleux de pouvoir se dire qu'on avait rêvé d'avoir Internet dans une boîte, dans certaines séries télévisées, entre autres. Donc, je trouve ça, moi, magnifique. Je ne sais pas ce qu'en pense Benoît, mais on pourrait imaginer ça par extension pour d'autres projets qui auraient... Alors, ça ferait beaucoup de boîtes, tu me diras, mais voilà, c'est pas mal, non ? Je serais curieux de voir ce que ça va donner en termes d'utilisation. C'est-à-dire là, nous, on se l'imagine comme étant vers des lieux qui n'ont pas forcément un accès rapide à Internet, facile à Internet. Est-ce que c'est ça qui va vraiment marcher ? Est-ce que ça va être autre chose ? Je serais vraiment curieux d'avoir le retour, tu vois, quand dans quelques temps. Et juste, Aurélien, pour que je comprenne bien, c'est la Fondation qui fait ça. C'est un produit officiel de la Fondation. C'est pas comme ce qu'on trouve sur Amazon, par exemple, des bouquins qui sont tirés de Wikipédia, mais qui sont... Non, c'est Fondation Amazon. Par contre, voilà, il s'appuie sur d'autres personnes pour faire le boîtier 3D, des choses comme ça. Bien sûr. Mais non, c'est sur la Fondation. Et donc, j'imagine qu'il y a une cote-part donation aussi à la Fondation, parce qu'ils sont toujours en quête de moyens, hein, ça, on le sait bien, dans le prix. Donc, on aurait rêvé partir en voyage avec son encyclopédie à l'ancienne. Hein, son encyclopédie, c'est quand même très très lourd dans des valises. Ici, je me rappelle pas du poids, mais c'est quand même pas rien. C'est rien du tout. Voilà. Un jour ou l'autre, on vous le mettra dans une montre. Hein. Il y a des chances, quoi. Mais je trouve ça fantastique, moi, ce genre d'initiative. Il fallait y penser aussi. C'est surtout ça, hein, parce que finalement, tous les éléments sont à notre disposition pour penser à ce genre de choses. Je ne sais pas si chez vous, vous avez déjà eu l'occasion d'aller sur Wikipédia, j'imagine bien, ça, je n'en doute pas, mais de vous dire, à un moment donné, tiens, il n'y a pas Internet, mais si j'avais Internet, j'irais bien voir sur Wikipédia. Ici, c'est le cas. Est-ce que ce genre d'outils, ça vous semble utile ? Comme disait Benoît, peut-être pas nécessairement dans des lieux retranchés, éloignés, mais peut-être au quotidien, finalement, hein, qui sait, ou en voyage, tout simplement, d'avoir Wikipédia sous la main. Voilà. Des déclinaisons de Wikipédia pour d'autres contenus, mais peut-être pas gérés par la Fondation elle-même. Il y en a, hein, des wikis spécialisés dans différents domaines et dans différentes langues aussi. Il y en a. C'est déclinable, si ça se trouve, à l'envie de poursuivre sur cette voie-là dans le futur. Si vous voyez des cas de figure, des applications, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires.
Benoît, je m'adresse à toi. C'est le moment de passer à la lettre G et de parler de Google. C'est officiel, c'était cette semaine, c'était dans l'actualité. Google est un monopole. Voilà. On le savait. Qui en doutait? Effectivement. Oui, c'est ça. On a même inventé un verbe googler pour marquer le fait que le monopole était présent. Ils ont effectivement été condamnés en première instance dans l'État de Washington aux États-Unis par un juge qui s'appelle Amit Mehta, qui d'abord a constaté que Google était un monopole, ce qui, à la limite, peut arriver parce que le jugement explique clairement que le moteur de recherche est effectivement le moteur le plus efficace, le plus pertinent, et donc on peut s'attendre à ce que les utilisateurs se tournent vers lui. Mais le problème, c'est que Google est un monopole, et Google a des pratiques anticoncurrentielles pour rester un monopole. Et ces pratiques anticoncurrentielles, c'est utiliser la rente de monopole qu'ils obtiennent pour s'imposer sur un certain nombre de devices. Donc la rente de monopole, c'est le fait que parce qu'on a un monopole, on arrive à extraire plus d'argent pour son service que ce qu'on pourrait le faire si on n'avait pas ce monopole. Donc en l'occurrence, la situation monopolistique qu'ils ont sur les moteurs de recherche fait que la publicité sur Google est extrêmement... l'agence de pub Google rapporte énormément et rapporte plus que si elle était en une situation de concurrence. Et ça leur donne des moyens avec lesquels ils payent un certain nombre d'acteurs pour être le moteur de recherche par défaut. 26 milliards l'année dernière à destination de différents acteurs, essentiellement Apple en fait. Apple est le premier réceptionnaire de cette manne avec les iPhones, puisque les iPhones, les Mac, etc. Puisque Google est le moteur de recherche par défaut. Perso, je les bascule systématiquement vers DuckDuckGo, mais enfin, il y a un prix que Google paye pour ça. Et il paye également d'autres fournisseurs, notamment, et c'est par là qu'ils ont démarré, Mozilla, pour Firefox. Pour être le moteur de recherche par défaut sur Firefox. Ça pose d'ailleurs, on en parlait un petit peu avant l'émission, des questions sur si jamais Google arrête cette pratique, quel va être l'impact sur la fondation Mozilla. Mais bref, la situation, c'est que le juge constate que, vu cet abus de position dominante et vu ces pratiques anticoncurrentielles, des acteurs qui ne sont pas installés dans le marché de la recherche n'arrivent pas à briser le monopole de Google, parce qu'aucun, évidemment, n'aurait les moyens financiers de payer le même genre de rente, le même genre d'argent pour être le moteur de recherche incontournable. Et on pense par exemple au montant quand même assez extraordinaire que Microsoft a investi en Bing, qui certes est un très mauvais moteur de recherche. Mais enfin, quand on voit les efforts que Microsoft fait autour, on constate qu'effectivement le marché est vraiment bien coincé par Google. Donc je pense qu'il y a une certaine logique. Tu le disais en riant, en disant Google est un monopole, bah oui, on le sait. Donc il y a une certaine logique là-dedans. Google a évidemment annoncé qu'il allait faire appel. Ils ont invoqué un certain nombre d'arguments, notamment le fait que la recherche ne se limitait pas au moteur de recherche, mais qu'il y avait également là, par exemple, la recherche de produits sur Amazon, sur lesquels ils ne sont pas le moteur de recherche principal. Mais voilà, le jugement a été rendu. C'est un jugement en première instance. Il est à peu près certain qu'il va y avoir un appel, et puis la chose va continuer. C'est pas la première fois que le gouvernement américain ou les instances européennes d'ailleurs s'attaquent à ces grands acteurs de l'informatique pour essayer un petit peu d'établir un espace dans lequel il y a de la place un petit peu. De l'air, de mettre un peu d'air, oui. Mais ils sont un peu ils sont pas victimes, ils en profitent, enfin ils en usent, ils en abusent, entre guillemets, de la qualité de leurs produits. C'est là que je trouve une forme d'ambiguïté, c'est qu'on leur reproche d'avoir des bons produits, finalement. Non, c'est pas ce qu'on leur reproche. On leur reproche pas d'avoir un bon produit, indirectement. D'avoir le moteur de recherche qui se situe en situation de monopole. C'est très clair dans le jugement. Oui. Le reproche, c'est ayant cette situation qui, on va dire, et je ne vais pas dire n'est pas de leur faute, mais voilà, est un état de fait qui se justifie. Ils ont entrepris des pratiques anticoncurrentielles pour faire en sorte qu'aucun autre moteur ne puisse y arriver. Parce qu'on peut très bien imaginer, alors je ne vais pas dire Bing parce que franchement, là où ils partent, mais on peut très bien imaginer qu'un DuckDuckGo, par exemple, s'il avait une capacité à être en vraie concurrence avec Google, ça et les moyens du coup d'améliorer son moteur pour devenir meilleur que Google. Ça, c'est le principe d'avoir un monopole et d'avoir ce qui peut arriver et d'avoir des pratiques anticoncurrentielles pour éliminer les concurrents.
Parce qu'en même temps, c'est vrai que Google a mis beaucoup d'argent sur la table. C'est une grosse source de revenus pour Apple, tu le disais, pour Mozilla aussi dans une autre mesure. Et quand on parle de pérennité de Mozilla mise à mal par le fait que demain peut-être Google ne payera plus pour qu'on utilise son moteur de recherche, bah, ça pose question, quoi. Soyons très clairs. Mais ça ne laisse pas beaucoup d'air aux autres. Il faut laisser un peu d'air aux autres malgré tout. Voilà, c'est comme ça, c'est normal. Aurélien, tu voulais rajouter un truc ou... Non, c'est... non. Je serais très triste si Firefox s'en allait. Moi aussi. Je pense que certains de nos auditeurs aussi, et certains d'entre nous aussi, ça c'est sûr. Mais bon, voilà. Voilà, il faudra trouver d'autres sources de revenus. Et voilà. C'est pas fait. Hein. Donc il y a plein de solutions autres que celle-là. D'ailleurs, on avait déjà eu ce débat, je me rappelle, quand le choix avait été fait d'utiliser Google comme moteur de recherche, et certains s'en étaient indignés dans le monde du libre, du logiciel libre. Certains ont dit, oh là là, c'est le grand Satan qui vient financer le petit pousset, c'est la fin du monde. Voilà, il se trouve que effectivement, ça peut le devenir la fin du monde si l'apport n'est plus là. On est à la lettre T, comme TikTok. On ne parle pas souvent de TikTok, on n'est pas beaucoup sur TikTok, Aurélien, mais c'est l'occasion de parler de TikTok, parce que là aussi, l'Union européenne légifère et met au pied du mur cet opérateur qui est TikTok et qui pose question dans notre société à l'heure actuelle. Et il s'est passé un truc quand même, il fallait en parler. Je te rassure, c'est pas pour en dire du bien. Hein. Non, je ne pensais pas que mon lancement donnait cette impression. Non, mais je suis tombé... Quand j'ai lu ça, je suis tombé de ma chaise. Je me dis, mais c'est possible ça existe. Moi non plus, je ne suis pas sur TikTok, mais voilà. Bon, je vais quand même en parler parce que ça... Mais on peut en parler parce qu'on a été sur... Enfin, moi, j'ai été sur TikTok, j'ai vu ce que c'était, donc je peux en parler en connaissance de cause, entre guillemets. Donc mais voilà. Le 5 août, la Commission européenne a légiféré ou a rendu un jugement du retrait définitif de l'application TikTok Lite. Alors Lite, c'est L-I-T-E, hein, c'est pas... Oui. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'était une application qui offrait des récompenses au nombre de vidéos vues par l'utilisateur et au nombre de j'aime mis par l'utilisateur. Et ces récompenses, c'était quoi ? C'était des bons d'achat chez Amazon ou des bons, de l'argent chez PayPal. Oui. Donc, il y a eu 4 mois de tractation entre TikTok et la Commission européenne. Et donc, cette application, elle a été mise en ligne au mois d'avril 2023, en France et en Espagne. Et c'est la première fois que le fameux Digital Services Act, donc le gros règlement européen sur le numérique, qui est rentré en vigueur il y a moins d'un an, hein, le 25 août 2023. C'est la première fois qui rendent un jugement important et qui condamne. La Commission européenne a dit clairement, et j'ai copié-collé la phrase parce que ça m'a... Le temps de cerveau disponible des jeunes Européens, puisque ça cible les ados, n'est pas une monnaie d'échange pour les réseaux sociaux. Alors j'ai lu ça, je me suis dit, ah bon, on en est là. Mais moi je suis atterré, je me dis, mais c'est... Enfin, je n'ai pas de compte TikTok, je ne suis jamais allé sur TikTok. Marc t'en parlera certainement mieux que moi. Mais je suis atterré de savoir que des gens ont pensé rétribuer sous forme monétaire ou en bon d'achat et à pousser des jeunes à regarder et à liker un maximum de contenu pour gagner de l'argent. Oui, et d'un autre côté, par la même occasion, parce que ce sont à peu près les mêmes aussi, les TikTokers eux-mêmes à se lancer dans n'importe quelle bêtise, entre guillemets, pour aller chercher du like et du partage et des vues, etc. Et on connaît les dérives que cela peut occasionner. Certains même en sont morts. Hein, parce que justement, j'ai envie de montrer que je suis capable de sauter d'une tour
autour. On en avait parlé. TikTok poussait à faire des défis complètement fous, dangereux, et dangereux, sous le prétexte de se filmer. De se filmer, de faire des vues, de faire du like, etc. Et là, à ce moment-là, même sur le TikTok, on va dire classique, c'était dans l'idée de aussi recevoir quelque part des cadeaux, mais des cadeaux complètement immatériels, qui étaient des petits badges qui ne rapportaient pas nécessairement de l'argent, mais qui étaient la fierté d'avoir X badge. Ça, c'était au début, et donc il n'y avait pas de rentabilité réelle, enfin monétaire. Alors t'imagines, tu mets des sous en plus sur la table. Donc voilà. Et donc c'est une espèce de grosse manipulation de masse de gens qui ont du temps à perdre, et plutôt que de le perdre bêtement, ils se disent je vais quand même trouver des moyens de trouver de l'argent avec ça, et donc ça répond à l'offre, la demande aidant, et voilà. Et c'est là qu'il faut intervenir et à un moment donné mettre les choses au clair et dire non, ça ne va pas. Et c'est TikTok lui-même qui a lancé cette application, ou c'est genre, tu sais, comme tu as des fausses reviews, parce que ça ressemble à des faux likes en fait. Ça, je sais pas. C'est une application de TikTok. Hein. C'est une application de TikTok. D'accord. Mais ça veut dire que l'Europe protège. Oui, en tout cas de le faire, oui. C'est les Européens. Pour moi, c'est TikTok carrément qu'il faudrait faire. Mais ça veut dire que, je pense au reste du monde. Chez eux, ils sont moins protégés. Quoi qu'il y ait certains pays qui commencent à l'interdire ou le limiter. Les États-Unis, par exemple, sont quand même assez regardants, même si pour l'instant ça ne bouge pas beaucoup. Mais à un moment donné, il était question que la société redevienne américaine pour pouvoir justement mieux la contrôler. Et voilà, enfin, c'est tout. Il faudrait presque en faire un numéro spécial de l'aventure TikTok et des tenants et des aboutissants, parce que c'est vraiment, ça pose vraiment question sur la manière dont... Parce qu'il y a un TikTok en Chine, mais ils ne consomment pas, ils sont de bons dealers, ils ne consomment pas leurs produits à eux. Les produits qu'ils nous proposent à nous sont ceux qu'on connaît. Eux, ça a un réseau social assez commun et même assez éthique, dit-on. Enfin voilà, très contrôlé par l'État, forcément. Par contre, le TikTok qu'ils nous proposent, lui, est beaucoup plus pervers, quelque part. Et donc voilà. Et donc, ils nous pondent des applications pour... occuper notre jeunesse, je mets ça entre guillemets. Mais c'est un peu, c'est ça, mais c'est quand je prends l'image du dealer et de la drogue, parce que c'est une véritable accoutumance, je pense, à ce genre d'application et d'addiction. Moi, j'ai été moi-même pris par le truc. Une fois que tu commences à être sur TikTok, tu peux passer 1 heure, 2 heures, et les gamins, c'est des fois toute une journée à swapper des vidéos et à passer à la suivante, etc. Et en te disant, la prochaine sera peut-être bien. Et ça n'arrive jamais, évidemment, mais et les algorithmes font en sorte qu'ils analysent ton comportement, en combien de temps tu as swappé, si tu es resté un tout petit peu plus longtemps sur ce type de contenu-là, on va t'en proposer un peu plus, peut-être que tu vas encore rester un peu plus longtemps, et à un moment donné, tu regardes tout, et en 1 heure, ce truc, tu as complètement lobotomisé, quoi. C'est effrayant, vraiment. Et si ça fait pareil sur un type comme moi, imagine ce que ça fait sur un gamin de 12 ans, quoi. On passe à la lettre suivante, qui est la lettre T, comme j'étais en train de dire transpiration, mais non, c'est transition. Transition vers un nouvel OS, un autre OS, un nouveau système d'exploitation, peut-être pas si nouveau que ça, mais un système d'exploitation en tout cas, Benoît. Voilà, donc ça concerne ARM, le fabricant des puces, enfin non, justement, il ne fabrique pas les puces, le concepteur bien connu des puces. L'architecture de puces, effectivement, qu'on trouve sur nos téléphones, qu'on trouve de plus en plus d'ailleurs sur des ordinateurs, toute la gamme Apple, mais un certain nombre de machines pour Linux également, qu'on trouve dans les centres de données, et qu'on trouve également massivement sur l'Internet des objets, l'Internet embarqué, tous les petits devices intelligents qui nous entourent de plus en plus. Alors, sur je vais dire les grosses machines comme les iPhones ou des choses pareilles,
qui est pas très gros en taille, mais qui est gros en puissance, avec un processeur puissant, de la mémoire, etc. On a évidemment un OS relativement classique. iOS en final, le noyau est le même que le noyau de macOS et c'est un noyau Unix classique. Donc voilà, on retrouve des choses qu'on connaît bien, mais pour les systèmes embarqués, pour l'Internet des objets, c'est pas le cas. Souvent, on utilise ce qu'on appelle des systèmes sur puce, c'est-à-dire le processeur, la mémoire vive, de la mémoire flash, des systèmes de communication, une gestion de périphérique, tout ça sur une seule petite puce. Et c'est cette petite puce, du coup, qui fait tout. Mais elle est évidemment plus limitée. Parce que, par exemple, d'abord, d'une part, l'objectif, c'est de ne pas avoir une grosse consommation d'énergie, et d'autre part, on y revient sur l'énergie, et d'autre part, il faut évidemment, il y a une quantité de mémoire, mais qui va être ce qu'elle est, il y a une quantité de mémoire flash qui va être ce qu'elle est, etc. Et donc, pour ça, on va utiliser des OS qui sont adaptés. On a de plus en plus souvent besoin d'un OS sur ce genre d'environnement. Ce n'était pas le cas sur les anciennes générations, mais on a besoin d'un OS parce qu'il y a tellement de choses à gérer. Il faut gérer le Wi-Fi, il faut gérer le Bluetooth, il faut gérer différents capteurs, il faut gérer, etc. Mais on veut un OS évidemment qui soit léger, petit, et qui soit capable de réagir très rapidement aux sollicitations des différents capteurs. On veut aussi une bonne gestion des capteurs. Donc notre Mac, en fait, ou notre PC, il parle de l'USB. Et puis c'est à peu près tout, quoi. Si on veut y brancher quelque chose, c'est en USB. Quand on est sur des systèmes embarqués, on branche beaucoup de capteurs. Peut-être pas beaucoup sur une machine donnée, mais on va pouvoir en brancher beaucoup. Il y a un vaste choix de capteurs. Et évidemment, il faut que le système soit capable de gérer tout ça. Et donc, pour répondre à cette demande, ARM, il y a quelques années, avait lancé le développement d'Embed, qui était leur OS destiné à leur architecture sur les systèmes embarqués, avec leur objectif qui était un petit peu d'offrir une plateforme éducative et puis de supporter également les utilisateurs commerciaux qui allaient acheter une puce d'une des sociétés qui a pris une licence chez ARM et de pouvoir comme ça plus rapidement arriver avec un produit commercial. Le succès a été moyen. Un des grands éléments de succès, c'est qu'Arduino a adopté Mbed comme étant le cœur sur lequel ils ont reconstruit les Arduino 32 bits. Les Arduino 8 bits étaient beaucoup plus directement sur la machine, mais les Arduino 32 bits, à un moment, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup de travail de maintenir un cœur pareil, et donc ils s'étaient appuyés sur ARM. Il y a un certain nombre de produits commerciaux qui l'utilisent. Ça n'a pas été le grand succès, parce que d'une part, les fabricants de puces voulaient proposer leur propre SDK, leur propre solution, qui allait être optimisée vraiment pour leur puce. Et donc, le système un peu plus générique de ARM était moins attractif. Et d'autre part, quand on veut un système vraiment générique, être fermé sur l'architecture ARM, c'est un petit peu moins générique. Et donc, d'autres OS avaient plutôt pris la place. Et donc, en finale, le fabricant a décidé d'arrêter de dépenser de l'argent à maintenir cet OS. Ils ont arrêté les développements, ils ont considérablement diminué les développements pour orienter les équipes vers d'autres projets depuis quelques temps. Et là, maintenant, ils ont officiellement annoncé, on arrête les développements. Dans 2 ans, le site web est complètement à l'arrêt. C'est significatif parce que sur le site web, pour le côté éducatif, ils avaient un compilateur, donc il y avait toute une série de services. Il n'y avait pas juste l'OS qu'on pouvait télécharger comme sur GitHub, puis il y avait une série de services. Donc tout ça va s'arrêter dans 2 ans, avec des phases d'arrêt, et donc il est temps de passer à autre chose. Du point de vue d'Arduino, ils ont annoncé que leur solution, puisqu'ils sont quand même assez dépendants de ce cœur, leur solution c'est de passer sur Zephyr OS, qui est un autre RTOS, mais qui est plus ouvert, qui n'est pas limité à l'architecture ARM. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. Donc ça veut dire qu'en gros, ça ne va pas nous concerner directement, sauf si on fait des choses très très bas niveau avec des puces, ce qui ne concerne pas la plupart d'entre nous, peut-être Aurélien, mais pas le reste d'entre nous. Voilà, si on travaille sur Arduino, on ne va pas voir la différence, parce que la couche Arduino avec la fameuse boucle va nous masquer un petit peu le changement. Si on a fait des choses très très bas niveau, on les a sans doute fait pour une puce bien spécifique, et donc de toute façon, donc, voilà, quand on voudra changer de puce, ça va rester comme ça. Donc ça va pas nous concerner nous, et les produits qu'on achète, c'est le vendeur qui va s'en occuper. Mais c'est quand même quelque chose de significatif dans l'évolution de tous ces produits, Internet des objets, etc. Ceci dit, pour séduire, entre guillemets, l'utilisateur, avoir et être l'architecte de la puce ARM
offrir la possibilité de s'en servir tout de suite avec un OS dédié, c'était pas idiot au départ. L'idée, c'était quand même qu'on puisse mettre le pied à l'étrier assez rapidement, sans trop réfléchir. C'était un peu, voilà, c'est peut-être moins nécessaire aujourd'hui parce que on développe plus pour ARM que dans le passé. C'est peut-être ça aussi, non, la logique du truc. Je dis pas que l'idée est idiote, mais c'est la même chose que de dire tiens, Intel devrait faire l'OS. En final, il y a d'autres marques qui font l'OS. Mais justement, face à Intel qui est très installé et pour lequel il y a déjà pléthore d'OS, où là, c'est pas une un manière OS, de se positionner. c'est pas du tout un OS desktop. Hein. Donc tu vas pas du tout tourner des applications desktop. Non, mais je parle d'OS de manière générique. Hein. C'est pas, voilà, dans l'industrie, il existe plein d'OS qui fonctionnent avec une architecture Intel. Donc voilà. Enfin voilà, c'est intéressant de savoir que ça évolue de ce côté-là et tous ceux qui bidouillent aussi seront intéressés parce que c'est un truc de bidouilleur aussi l'Arduino, il faut le dire. Donc je vois la tête d'Aurélien qui dit bah ouais, c'est bidouillon. On en connaît tous qui chipotons avec ce genre d'outils. On termine tout doucement cet épisode 456, Aurélien, avec la lettre V, comme VAE pour vélo à assistance électrique. C'est ta marotte, hein. Je connais un peu le domaine. Tu connais un petit peu le truc, quoi. C'est voilà. Et là, on va parler du chinois DJI qui rentre dans la danse. Ouais. Grosse nouvelle là. C'était dans la presse cette semaine. Oui, DJI qu'on connaît très bien dans le monde du drone, qu'on connaît très bien dans le monde de la caméra d'action, de la caméra, enfin, voilà, de la fameuse Pocket. Voilà, chère à Marc. Ouais. Et donc qui débarque dans le monde de la motorisation de vélos électriques et notamment de VTT électriques. Et tout ça pour faire mal, enfin pour concurrencer et faire mal, je pense, à l'industrie allemande. Je pense à Bosch, je pense à Brose, je pense à ZF. Donc ils arrivent avec un kit complet. Alors, c'est pas un kit à monter chez vous sur votre vélo. Hein. C'est un kit qui sera monté, qui sera monté sur des vélos spécialement dédiés. Et donc ce kit s'appelle Avinox, A-V-I-N-O-X. Donc de moteur pédalier, moteur boîtier de pédalier, batterie, contrôleur, display, voilà. Chargeur, enfin tout le kit. Chargeur et tout ce qui va. Donc ils arrivent sur le haut de gamme par rapport à Bosch et autres. Ils arrivent avec un kit qui fait 2,52 kg, qui est donc 2,5 kg, qui est plus léger que la concurrence, qui monte à une puissance crête de 850 watts. Pour savoir, le Bosch par exemple que je connais bien, il monte à 600 watts. Il permet de monter à des couples largement supérieurs à 100 Nm. C'est énorme. Plus compact aussi que certains Bosch, me semble-t-il. Enfin, sur le facteur de forme me paraît plus ramassé. Oui, alors c'est... Je sais pas, c'est peut-être une en fait, dans l'article que je vous ai mis, il parle beaucoup de la partie mécanique. Alors, il faut savoir que dans les moteurs boîtiers de pédalier, il y a toujours une machine électrique, certes, avec des aimants, des conducteurs, mais il y a toute une partie transmission de l'effort et de la puissance par la pignonnerie, notamment. Et donc, il parle beaucoup de cet aspect-là et du fait qu'ils ont amélioré tout l'aspect usure et pignonnerie. Alors, ça, c'est l'aspect purement mécanique. Hein, purement mécanique. Ouais. Alors, ces kits, ils sont équipés d'une puce 4G et d'un GPS. Comme ça, votre vélo, on vous le vole, vous savez où il est partout dans le monde. Il y a des commandes au guidon, hein, le fameux display, et puis les commandes pour changer de mode qui sont sans fil. Alors ça, c'est pareil, c'est nouveau. Il y avait des commandes de derrière sans fil, on a connu ça. Mais là, sur un kit de vélo, je pense que je n'ai jamais vu ça. Le display qui se trouve sur le cadre, sur le tube qui se trouve juste sous votre nez, en fait, hein, le tube haut de votre cadre. Vous avez un port USB de recharge qui peut aller jusqu'à 65 watts. Je fais un coucou à Thierry pour cette caractéristique-là. On pourrait même, on peut recharger un téléphone en charge rapide. On peut
On peut même se servir de ça pour alimenter un tas de choses. Avec 65 watts en USB-C, on fait déjà énormément de choses. Il y a 2 options de batterie, 600 Wh, 800 Wh, ça fait déjà des grosses batteries. Et innovation, encore DJI, chargeur rapide. Bosch montait, à ma connaissance, jusqu'à 6 ampères. Eux, ils sortent un chargeur 12 ampères. Ah oui. Ce qui fait que vous pouvez passer la grosse batterie là, de 800 Wh, vous la passez de 20 à 80% en 1h15. Bon. C'est intéressant, mais... C'est un bivouac. Voilà, oui. J'allais dire, quand vous aurez déjà épuisé vos 800 Wh, je pense que vous aurez plus besoin... vous aurez besoin de plus d'1h15 pour vous recharger. Oui, c'est ça. La récupération va être plus longue. Voilà. Et donc, il y a déjà une marque de vélo qui s'appelle Amflow, A-M-L-F-L-O-W, qui équipe 2 vélos de gamme avec ces kits-là. Et la question, en fait, un peu finale de cet article, c'est de dire, est-ce que DJI serait pas en train, un peu à la Apple, de créer un écosystème autour du plein air, de l'activité de plein air, de se filmer, de faire un Strava pour les cyclistes, hein, je ne sais pas si vous savez, c'est une application qui permet de planifier vos parcours, de vous guider quand vous y êtes, de partager avec votre communauté tous les parcours que vous faites et autres. Et donc, voilà, à partir de là, on peut tout imaginer. Quand on a une batterie comme ça, un port USB-C avec 65 watts, on peut recharger une action cam, on peut imaginer d'avoir un drone qui nous suit. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Ouais, bien sûr. Et DJI, à mon avis, est sur une tendance de vouloir fortement impacter le marché des VTT et du loisir de plein air. Du loisir ou carrément de la compétition. Pas de la compétition, mais peut-être plus du voyageur, du nomade. Attention, les compétitions de vélo électrique et de VTT électrique, c'est de plus en plus en vogue. Et il y a beaucoup de nouvelles organisations qui font 2 courses, une course traditionnelle et électrique. Hein. Parce que quand je vois la gamme DJI, je me rends compte que... Alors, il y a d'autres marques, il y a d'autres... mais je me rends compte que c'est quand même des outils qui sont très utilisés par exemple, les vanlifers ou les gens qui partent en mini-trip à pied, à vélo, en bateau, parce que oui, il faut faire des images, et un drone pour ça c'est quand même top parce que ça fait de belles images en plus aériennes. Quand on est dans un endroit idyllique, on a envie de le montrer, et les caméras pareil, et l'outil pour se déplacer, là en l'occurrence le vélo, est-ce que ce serait pas justement la première étape vers d'autres outils du type, peut-être produire eux-mêmes des vélos demain, pourquoi pas, ou peut-être ce qu'on appelle des pédélés, si je dis pas de bêtises, c'est plus qu'une assistance électrique, mais vraiment comme des petites mobylettes, en gros, par exemple, des choses comme ça, pour vraiment aller, comme tu le disais, vers le loisir peut-être, mais vers comment on appelle ça, l'itinérance, quoi, l'envie de se déplacer, de passer, voilà, l'outdoor, et d'en garder quelque chose, une trace, et d'avoir comme tu disais, l'écosystème. Il n'est pas complet, l'écosystème, à ce stade-là, faut être clair, mais c'est peut-être une tendance. Sauf sur cette envie qu'ont les gens de s'évader peut-être du quotidien. Je ne sais pas ce qu'en pense Benoît. Je me pose une question, et je ne sais pas si tu as la réponse, Aurélien. Parce que les cadres, pour monter un Bosch, il faut des cadres avec pas la fourche, la partie du pédalier qui est spécifique pour être capable d'accueillir le pédalier. Tu sais s'ils sont compatibles sur ces cadres-là, ou si c'est des cadres spécifiques ? Je ne sais pas, mais ça me surprendrait qu'ils soient sur les mêmes normes. Ça me surprendrait qu'ils aient fait la même forme. Ouais. Ça pose un vrai problème, je trouve, d'obsolescence des vélos assistance électrique. Parce qu'en fait, si le vélo, la tech progresse, et tu sais pas, comme sur un vélo classique, changer, tu vois. Mais pouvoir dire je change mon dérailleur, je peux changer mon moteur, des choses comme ça. Oui, mais je te répondrai la même chose. De toute façon, le monde du vélo aujourd'hui, notamment du vélo assistance électrique, copie le monde de la voiture.
Si aujourd'hui tu as une voiture d'une marque X et que le moteur est pas fiable, tu vas pas dire je vais mettre un moteur de la marque Y dedans dans ta voiture de marque X. Donc c'est un peu la même chose. Donc je pense que Bosch verrait d'un très 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 mauvais œil qu'ils aient pris la même forme et que ça soit interchangeable. Oui. D'un autre côté, de la part d'une firme chinoise, ce serait à moitié étonnant. Voilà. Mais c'est pour aller dans le sens de ce que je disais, le voyage, se déplacer et avoir de l'énergie à portée de main. Ils ont, je viens de découvrir ça, une gamme Power Series, DJI Power Series, un peu comme une autre marque assez connue qui s'appelle EcoFlow et qui permet aussi d'avoir des batteries que l'on recharge avec des panneaux solaires ou sur le secteur, etc. Et qui permet d'avoir une source d'énergie assez puissante en itinérance, que ce soit avec un camping-car. Bah, t'achètes un vélo. Hein. Et peut-être ici, l'idée justement du port USB, j'y reviens à ça, hein, sur le vélo, ça va dans le même... C'est un peu du même ordre d'idée, quoi. C'est de dire, tiens, je peux quand même aussi rester connecté et recharger mon smartphone ou avec la puissance que ça délivre, même ton MacBook Air à la rigueur. Tu peux alimenter un laptop avec ça. Voilà, c'est pas pratique sur le guidon. Hein. Ça tient pas bien. Ouais. Il faut mettre un petit filet. Mais par contre, le soir, il faut que tu rentres ton vélo dans la tente aussi pour bosser. Oui, et puis de toute façon, pour pas te le faire voler, je pense que tu dors dessus aussi. Je pense que c'est par là qu'il faut aller. Mais en tout cas, c'est une découverte intéressante et on verra où ça va mener. Mais bon, ils font des chouettes trucs. Il faut le reconnaître quand les choses sont bien faites. Il faut le dire. On est arrivé au terme de cet épisode, si je dis pas de bêtises. Il n'y a plus de sujet derrière, mais si, il y a encore des sujets, mais ce sera dans 2 semaines, pour le 2e épisode de ce mois d'août, le 4e de cet été, avant une rentrée qui sera, on l'espère, tonitruante en septembre, puisque ce sera à ce moment-là, on fêtera nos 10 ans, hein, puisqu'on atteindra notre 11e saison avec les technos, et on a quelques petites nouveautés qui doivent encore être un petit peu réfléchies, mais ça avance bien. On mange un gâteau à chaque épisode ? On mangera un gâteau et on va prendre du poids. On va prendre du poids, ça c'est clair. On en a déjà pris beaucoup, mais on va en prendre encore plus. Manger, dès qu'on parle de manger, je vois une petite étincelle dans l'œil de Benoît. Alors on va envoyer Benoît au fourneau pour nous préparer des gâteaux. Attends, j'ai un gâteau au café, c'est une tuerie. La recette de James Hoffman, c'est un youtubeur bien connu, des gens qui aiment le café. Ce gâteau est une tuerie. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder, c'est une tuerie. Le problème, c'est que tu en manges une part le soir et tu dors plus de la nuit. Tu peux le redire James Hoffman, Coffee Cake. Hoffman, H-O-F-F-M-A, je pense 2 N. Alors, DuckDuckGo est ton ami. On a noté la leçon. Merci à tous les deux, merci à vous de nous avoir écoutés, et on se dit donc à très bientôt pour le 457e épisode des Technos.